Nous sommes au sud de la Sologne. En apparence calme et paisible, cette petite auberge serait en réalité le théâtre de phénomènes inexpliqués. Selon ses propriétaires, il s'y passerait d'étranges manifestations. Voilà, dans cette pièce, donc en haut, il y a un grenier avec une trappe. Et j'entends toujours ce bruit mystérieux, comme s'il y avait des tout petits pas et ça craque. Et c'est ce bruit qui me gêne parce que j'ai l'impression au départ que c'est un rat ou des souris, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment un bruit sourd, comme si on marchait. C'est pas une question d'avoir peur, c'est qu'une question que c'est impressionnant. Plus impressionnant encore, Élodie, 9 ans, la jeune fille des restaurateurs, recevrait régulièrement dans sa chambre pendant la nuit la visite d'une mystérieuse femme. Une dame blanche, toute blanche. Et puis, elle me fait des gestes. En réalité, comme je l'ai touchée, c'était un fantôme. Un fantôme, le mot est lâché. Élodie va même jusqu'à nous donner des détails sur l'apparence physique du soi-disant esprit. En fait, elle prend un voile pour pas qu'on voie son autre partie, parce que c'est tout brûlé, et son autre partie, c'est magnifique. Donc, c'est pour ça qu'elle a un capuchon pour pas qu'on voie son autre partie. Divagation d'enfant, peut-être. Si ce n'est qu'Élodie n'est pas la seule à avoir vu l'esprit. Frédéric, son père, prétend lui aussi avoir été en présence de la fameuse Dame Blanche. Donc c'était un samedi soir, en finissant le service, c'était à peu près 1h du matin. J'éteins la télévision vers 1h15, 1h30, et ensuite je reste allongé comme ça. Et 5-10 minutes après, en fait, je sentais une présence. Tout de suite, j'ai pas su où c'était cette présence. Rien que d'en parler, déjà, ça me donne encore la chair de poule. Et je tourne la tête comme ça, je regarde l'heure, et je vois un habit blanc. Heureusement pour Frédéric, l'étrange apparition ne semble pas lui vouloir de mal. Je pensais qu'elle était là peut-être pour protéger quelque chose, peut-être pour communiquer, peut-être pour... je sais pas du tout. Et c'est vrai qu'elle était vraiment très très belle, cette femme. Et peut-être que j'aurais dû communiquer avec elle, peut-être qu'elle m'annonçait quelque chose, ou me prévenir de quelque chose, ou je ne sais quoi. Si Frédéric n'a pas osé communiquer avec le fantôme, Élodie, plus aventureuse, prétend avoir échangé quelques mots avec l'entité. En fait, j'ai essayé de lui parler, je lui ai dit « tu viens ?» Elle m'a pas répondu. Elle m'a dit « comment tu t'appelles ?» Elle m'a dit elle m'a fait « ah ». Mais il faut que je devine, mais j'ai pas trouvé. Plus troublant encore, Anita, la tante d'Élodie, affirme avoir rêvé de l'esprit lors d'une nuit passée à l'auberge. Et quand je me suis endormie, dans mon rêve, j'ai vu quelqu'un à côté de moi, une femme. Quand je la voyais, elle avait un beau visage. Et quand elle s'est retournée sur moi, elle avait le visage tout brûlé. Et là, j'ai eu peur, alors je l'ai poussée. Je suis levée comme ça, comme ça exactement. J'ai ouvert la fenêtre et elle m'a retenue. Elle est vraiment retenue, elle me faisait mal. Même je lui disais, tu me fais mal. Et j'avais vraiment peur de cette femme. Un simple rêve, pas si sûr. Le lendemain, Anita se rend compte dans la salle de bain qu'elle a des traces sur le corps. Après, je me suis dit, j'ai enlevé la serviette, je fais, oh, mais je suis marquée. Et j'avais des bleus, j'ai dit, mais c'est moi qui ai fait ça? Puis je me suis fait ça, mais non, les marques n'étaient pas comme ça. C'était par derrière, comme si quelqu'un m'avait retenue, comme dans mon rêve. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un peu qu'elle qui m'a fait ça. Incroyable. Tous les témoignages concordent. L'auberge serait bel et bien hantée. Pour en avoir le cœur net, les restaurateurs ont fait appel à Monique et Jean-Jacques. Bonjour, Frédéric. Soyez les bienvenus. Merci. Je vous en prie. Vous voulez entrer? Ils sont chercheurs en paranormal et prétendent photographier les fantômes. Qu'est-ce que c'est ces taches qu'on aperçoit sur ces photos-là? C'est des gouttes de pluie, c'est quoi? Pas du tout, ce sont ce que nous appelons des entités. C'est pas que nous appelons, ce sont des entités. Et elles se matérialisent sur l'appareil en boules d'énergie. Il y a des fois, ils sont 2, 3, c'est tout. Et puis des fois, comme vous voyez là, je sais pas, il y en a bien 700, 800, voilà. De notre côté, nous avons demandé à Paul-Éric Blanru de bien vouloir réagir devant nos images. Ancien président d'une association de sceptiques dans le domaine du paranormal, il est spécialiste des maisons hantées. Sur 38 cas étudiés en 10 ans, il a toujours trouvé une explication rationnelle aux phénomènes étranges. Alors là, manifestement, ce sont des gens qui sont des photographes du surnaturel, mais qui devraient d'abord être des photographes tout court, des photographes du naturel. Parce que là, ce qu'on voit, ce ne sont pas des entités. Ces boules lumineuses, ce sont des pollens.
à l'extérieur, hein, qui sont éclairés par le flash et qui sont un peu troubles parce que la mise au point prend les broussailles ou les arbres, hein, qui sont derrière, et qui sont donc éclairés par le flash. C'est un peu comme l'effet les yeux rouges. Hein. Il n'y a pas plus d'entités ici qu'il y a de vampires quand on voit le rouge au fond des yeux de quelqu'un qu'on vient de photographier le 24 décembre. Nous pouvons être affirmatifs parce que nous avons fait des expériences et nous avons, un peu de choses près, collecté une centaine de photos de ce type. L'intervention des experts en paranormal se poursuit. Jean-Jacques fait un tour de la bâtisse pour vérifier que rien dans l'architecture ou l'environnement ne serait à l'origine des phénomènes inexpliqués. Pas d'eau. Pas de ligne haute tension. Non, il n'y a rien qui peut laisser présager qu'il y ait des perturbations. Pour Jean-Jacques, rien de suspect. La maison est saine. Donc c'est en étant à l'extérieur de la maison, Non, en faisant un petit tour, en 5 minutes comme ça, qu'il est capable de dire s'il n'y a pas d'effet rationnel, alors qu'il faut quand même y rester quelques jours, il faut quand même faire venir des gens qui sont un petit peu spécialistes. Nous, on a une méthode assez, je dirais, simple, c'est qu'avant d'avoir une hypothèse en faveur du surnaturel, on essaie d'éliminer une à une toutes les hypothèses naturelles. Donc on fait venir les plombiers, les chauffagistes, les architectes, on regarde les plans de la maison, on fait venir éventuellement des géologues, des spéléos qui descendent dans le puits. La vérité se trouve souvent au fond du puits. Et voilà, et donc on essaie de faire le tour des choses naturelles. Et pour l'instant, systématiquement, on a pu répondre à tous les cas de hantise. La chasse aux fantômes continue à l'intérieur de la maison avec Monique, la médium. Elle se dit capable de voir et de parler aux fantômes. Pour elle, la présence d'une entité dans l'auberge ne fait aucun doute. Elle va donc tenter de rentrer en contact avec la mystérieuse Dame Blanche. D'ailleurs, elle ne tarde pas à sentir quelque chose. Ah oui, là, j'ai une présence. J'ai un changement de température. Visiblement, la communication s'instaure. La médium veut donc en savoir plus sur la mystérieuse apparition. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous voulez bien me dire comment vous vous appelez? N'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Vous avez une robe magnifique, toute en dentelle. Une robe en dentelle, elle est belle. Vous êtes une grande dame. Votre mari était très connu. Et vous voulez me dire votre nom? S'il vous plaît, dites-moi votre nom. Est-ce que c'est vous, Anne-Cécile? Anne-Cécile. Véritable don ou simple coïncidence? Le cimetière voisin contient curieusement une tombe où repose une certaine Anne-Cécile. Pour la médium, pas d'erreur. Il s'agirait bien du nom de la femme qui hante les murs de l'auberge. Mais souvenez-vous, plus étonnant encore, le prénom d'Anne-Cécile commence par un A, comme l'affirmait la petite Élodie. Anne-Cécile, n'ayez pas peur. Ça n'est pas grave que vous soyez décédée. Vous avez une autre vie beaucoup plus belle encore maintenant. Mais il faut aller vers cette vie. Elle est partie. Mais la médium n'a pas dit son dernier mot et poursuit sa communication avec l'esprit dans la chambre d'Élodie. Allez-y, regardez. Regardez comment on vous aime. Mais oui, allez-y, montez. Montez, je vous envoie tout ce que je peux, Anne-Cécile. Allez-y. Pendant que Monique entame une sorte de transe pour faire quitter l'auberge à Anne-Cécile, Jean-Jacques vérifie la présence de l'esprit grâce à un attirail spécifique. C'est un appareil qui me permet justement de mesurer toute variation des champs magnétiques et des champs électriques. Donc c'est vraiment au niveau des calculs, c'est très très bas. Un être humain ne peut pas déclencher ce type d'appareil. C'est totalement faux. C'est un appareil qui mesure le champ magnétique terrestre et il suffit de se balader à 1 mètre de l'appareil avec un tout petit aimant pour le faire hurler. Donc ça n'a rien à voir avec la détection de fantômes. Hein. Voilà, vous allez être mieux maintenant. Oui. Voilà. Ça aussi plus. C'est fini. Mais pour Monique, aucun doute, l'opération est un succès. En revanche, pour nous, aucune preuve formelle de la présence et du départ d'Anne-Cécile. Devant notre scepticisme, les chasseurs de fantômes nous proposent de nous emmener de nuit dans l'église du village pour essayer de photographier d'autres entités. Seulement voilà, nous n'arriverons pas à filmer ces fameux esprits.
De retour à l'auberge, Jean-Jacques nous montre justement les photos prises dans l'église sur lesquelles figureraient selon lui des fantômes. Vous voyez légèrement l'œil Ouais, je vois un légèrement, point. les deux points intérieur, au milieu. ouais. Voilà. Ouais. Exact. Voilà. Donc ça regarde légèrement vers nous. Il devait y avoir quelqu'un sur ma droite. Ouais, chiffre. Vous voyez le visage qui se dessine à l'intérieur? Tout à fait. Et on voit quand même la forme, quand même les grosseur, yeux, hein. comme monsieur. Parce qu'en fait, c'est réel, parce qu'elle est plus en bas maintenant, elle est en haut. Mais c'est la même chose. Hein. Là, c'est Ouais. une boule d'énergie. Ça, les photos, on ne peut pas le nier. Mais bon, qu'Anne-Cécile, soi-disant, Anne-Cécile était là. Ça, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas ressenti partir. Bon, je ne l'ai pas ressenti. Maintenant, c'est le temps qui nous dira si, effectivement, Parce elle que est bien nous, on l'a partie. pas ressenti. Et si on se sent mieux. Si nous n'avons pas de preuves probantes de la présence de fantômes à l'auberge, d'autres sont intimement convaincus de leur existence. C'est le cas du prince Michel de Grèce. Connu pour son extravagance, cet historien et romancier a succès à la passion des châteaux. Son activité préférée, les safaris de fantômes et l'inventaire des morts qui y ont vécu. Son lieu de prédilection, le château de Chimay. Situé dans les Ardennes belges, cette bâtisse du Moyen-Âge abrite depuis plus de 1000 ans des histoires de princes et de princesses qui continueraient de hanter les lieux. Heureuse de me voir. Elisabeth, est-ce que vous nous permettez aujourd'hui d'inspecter vos fantômes? Mais je vous être enchantée. La princesse de Chimay ne semble pas le moins du monde surprise par la requête du prince. Et pour cause, les fantômes semblent faire partie de son quotidien. Je les sens. En fait, je ne peux pas vous expliquer. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je leur parle, je leur dis, écoutez, je suis très contrariée, quelque chose qui ne va pas, et bien il y a un petit miracle qui se produit. Ça s'arrange. Il faut y croire ou ne pas y croire, ça m'est égal. Moi, j'y crois. Et elle n'est vraisemblablement pas la seule. Son ami le prince de Grèce a une idée bien précise sur l'existence des fantômes parmi nous. C'est l'esprit d'un être qui a vécu. Et cet esprit, à cause des conditions de sa mort, généralement une mort violente, n'est pas passé dans l'au-delà. Mieux, le prince de Grèce a une vraie théorie sur la présence d'esprits au château de Chimay. Les châteaux, les palais ont toujours été des lieux de pouvoir. Donc le pouvoir attire les jalousies, les drames, les assassinats, les intrigues, les passions. Donc il y a beaucoup plus de fantômes créés par les tragédies qui se trouvent dans les lieux de pouvoir. C'est aussi simple que ça. Preuve en est, les présentations entamées par la princesse de Chimay avec son pensionnaire le plus actif. Il a beau être décédé il y a 2 siècles, pour elle, il hante toujours les murs du château. C'est Thomas Alexandre Marc qui a été tué à 27 ans à la bataille de Minden. Il avait épousé Adélaïde Charlotte, qui elle-même a été guillotinée. Et le pauvre Thomas n'a jamais pu rentrer chez lui. Alors je crois qu'il en a ressenti une certaine amertume et une certaine frustration. Alors il vient et nous nous entendons très bien. Et puis quand les gens m'ennuient, ils s'arrangent pour qu'ils s'en aillent. Ce qui est très plaisant et très commode. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Pour le prince et la princesse, le théâtre du château serait d'ailleurs le lieu le plus propice aux apparitions de fantômes. En 1995, lors du festival de musique classique organisé à Chimay, un jeune violoniste aurait d'ailleurs cessé de jouer après s'être retrouvé nez à nez avec une entité un peu spéciale. Un de nos petits musiciens qui était venu pour le concours nous a raconté qu'il était en train de répéter. Et au pied de cette loge, il était 10 h du matin, il a aperçu un homme en tenue de soirée et qui fumait et qui lui a dit « N'ayez pas peur, continuez à jouer, j'adore la musique, c'est pour ça que je suis là. » Alors on lui a montré des photos différentes tout de même, sans rien lui dire, et il est tombé en arrêt sur une photo qui est là et qui représente mon mari, et il a dit « Bon, le voilà !» Alors là, évidemment, c'était très clair, c'était mon mari. Et il était mort depuis 1 an ou 2. Il semblerait que toutes les personnes ayant vécu à Chimay n'aient jamais vraiment quitté les lieux. Quant à la princesse, elle a elle aussi de beaux projets pour son avenir au château. Mais vous pensez bien que quand je serai morte, je ne vais pas abandonner Chimay. Si Dieu me le permet, je reviendrai traîner par là. Et si mes descendants ne se comportent pas comme je l'entends, là, je leur tirerai les pieds. Vous pouvez compter sur moi. Alors méfiez-vous, car vous risqueriez bien au cours d'une nuit de tomber nez à nez avec un fantôme au détour d'un château ou d'une auberge. Et que vous y croyez ou non, les histoires de fantômes et de maisons hantées nourriront toujours autant notre imaginaire.
Y a-t-il une vie après la mort? Tout le monde se pose cette question depuis la nuit des temps. Certains y croient et ont la foi, mais pour d'autres, c'est une certitude qui s'appuie sur une incroyable expérience vécue, l'expérience de mort imminente appelée par les scientifiques la NDE, la Near Death Experience. Et ce ne sont pas des cas isolés. Partout à travers le monde, ces hommes et ces femmes racontent la même chose. Une séparation de l'âme et du corps, un sentiment de bien-être et la lumière au bout d'un tunnel. Un phénomène troublant que tente de comprendre la science. Et si la NDE est une réalité, alors que devient notre âme? Là encore, certains en sont persuadés. Elle se réincarne. Une croyance religieuse partagée par plus d'1 milliard d'hommes. Les hindouistes, les bouddhistes, les sikhs entre autres. Et en France, certains vivent aussi d'étranges expériences de réincarnation. Un mystère de plus pour les cartésiens. Je n'ai plus du tout peur de la mort, ça c'est une grande évidence. Avant de partir, je me posais une question quand même. Je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose derrière la lumière? Je voyais cette lumière, mais j'étais en même temps cette lumière. Michael, Chantal et Sarah ont en commun une expérience. L'expérience de la mort imminente. À la suite d'un accident, d'une opération du cerveau et d'une overdose de plantes toxiques, chacun d'entre eux a pu vivre ce que la communauté scientifique appelle la NDE, Near Death Experience. Sont-ils les simples victimes de leur imaginaire ou de véritables aventuriers revenus de l'au-delà? Que se passe-t-il réellement aux frontières de la vie? Enquête. J'ai mis au moins 1 an pour en parler parce que le fait de mettre des mots, pour moi, ça a été rabaisser cette expérience. Il y a quelques années, Michael a été opéré d'une tumeur au cerveau, une opération lourde au cours de laquelle il a frôlé la mort. Une mort qui s'apparente pour lui à un voyage, pour le moins original. Je suis sorti par le sommet de la tête. Comme toutes les personnes victimes d'une NDE, le récit de Michael semble difficile à croire. Tout ce qui faisait Michael, tout mon moi, tout mon être, est remonté comme ça et est sorti par le sommet de mon crâne. Je me suis retrouvé donc dans cette salle, dans ce bloc opératoire. Je savais qu'il allait m'arriver quelque chose de fabuleux. Pour Michael, cette chose fabuleuse serait la preuve qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Mais qu'a-t-il réellement vu après être sorti de son corps? Ça ressemble à un tunnel qui part un petit peu comme un tourbillon dans tous les sens. Je suis parti comme ça très très vite et je me suis retrouvé donc sur un plan où il n'y avait rien. J'avais pas de jambes, je voyais à 360 degrés et j'aperçois une étoile. Fantasmée ou bien réelle, cette étoile au bout du tunnel l'attire inexorablement. J'avance. Le fait de penser à cette étoile me fait avancer automatiquement, je n'ai pas besoin de marcher. J'arrive, cette lumière était tellement forte, tellement belle, qu'il y a un moment où physiquement je ne pouvais plus avancer, tellement la force et l'amour que cette lumière dégageait étaient puissantes. Pour Michael, l'expérience est totale. C'est un des plus beaux moments de son existence. J'entendais le chant de la lumière, j'entendais des chants d'enfants et cet amour et tous ces sentiments. J'aurais pu rester l'éternité dans cette lumière et chaque seconde, c'était encore plus fort. Simple hallucination ou véritable voyage dans l'au-delà, les NDE sont loin d'être des phénomènes rares. Certaines études américaines montrent qu'1 tiers des gens ayant frôlé la mort auraient été confrontés à ce type d'expérience. Pour Chantal, c'est au petit matin sur cette route de campagne que tout aurait pu s'arrêter. Nous étions 3 motos. Mon mari devant avec son fils, moi, et elle a un ami derrière en moto. Moi, je roulais assez doucement sur cette route-là. Je sors de cette courbe et à ce moment-là, devant moi, un camion arrivait. Il avait déjà coupé la ligne médiane de la route. Donc j'ai compris qu'en fait, il m'arrivait absolument droit dessus. Il s'agit là de son dernier souvenir terrestre. Et ensuite, j'étais au-dessus. Et alors, à ce moment-là, j'ai assisté à tout l'accident. Donc je voyais tout d'en haut. Donc j'ai vu le camion venir se garer effectivement ici. J'ai vu mon corps rouler, la moto rouler à côté de moi. J'ai vu l'ami motard, qui donc était derrière moi, enfin arriver. Une fois à l'extérieur de son corps, Chantal se souvient elle aussi de s'être engouffrée dans un tunnel, celui qui mène à cette fameuse lumière.
rentrer dans cette lumière, c'était passer une étape dans cette expérience que j'étais en train de vivre. Et là, j'allais rentrer dans quelque chose vraiment de fondamental. Contrairement à Michael, Chantal ne s'est pas contentée de flotter dans un univers parallèle. Elle a fait lors de cette expérience une rencontre pour le moins troublante, une rencontre dont elle se souviendra toute sa vie. Je vois une foule en arc de cercle devant moi. J'ai avancé vers eux sans vraiment reconnaître au départ qu'ils étaient assez loin de moi. Et puis, plus je m'en approchais, plus il me semblait connaître des personnes devant. Et puis surtout, très rapidement, lorsque j'ai été assez près, j'ai vu une petite fille qui venait vers moi. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était ma fille. Il y a quelques années, Chantal a perdu son bébé de 8 mois. Le souvenir de l'avoir rencontré dans l'au-delà est-il simplement un fantasme imaginé pour calmer sa douleur ? C'est une réalité, c'est impossible à faire passer. C'est impossible à faire passer, mais c'est une réalité. Et j'ai vraiment retrouvé ma fille. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une hallucination, c'est ma fille. Evelyne Sarah Mercier, anthropologue, a travaillé toute sa vie sur la NDE. Elle sait que les victimes de ce type d'expérience présentent souvent un profil psychologique similaire. Certaines statistiques qui ont montré que certains traumatismes de l'enfance prédisposeraient à avoir ce type d'expérience. Donc des violences, un climat négatif, violent même psychologiquement. Ainsi, pour les nombreux scientifiques, les NDE seraient avant tout des expériences d'ordre psychologique. Sceptique, Evelyne Sarah Mercier a donc cherché à savoir ce qu'il se passait réellement aux frontières de la mort. N'ayant peur de rien, elle s'est rendue dans une tribu africaine qui a pour coutume de régulièrement visiter l'au-delà. On m'avait dit avant mon départ qu'on allait tuer mon corps et que je voyagerais au pays des ancêtres. Alors je m'étais dit, j'ai peut-être un petit peu... quelques petites chances de vivre une NDE. Pour ce faire, elle a donc ingurgité une plante qui la plongerait à coup sûr dans un coma profond. Ça rend complètement malade, c'était épouvantable, un vrai enfer physique. Et à ce moment-là, normalement, on a des visions de l'au-delà, enfin ce qu'on appelle des visions de l'au-delà. À ce moment-là, elle aussi entre dans le tunnel et voit exactement la même chose que Michael et Chantal. J'avais l'impression de me déplacer sans corps. Donc effectivement, je volais, comme si c'était mon esprit qui progressait à très très grande vitesse dans des contrées lumineuses. J'avais des forêts qui arrivaient au-devant de moi, des forêts de sapins autoluminescents, c'était des couleurs magnifiques, et puis des paysages un peu étranges. Ce que je voulais voir, c'est ce qu'il y avait derrière. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est ce qu'on appelle la transcendance suprême. Enfin, on a toutes sortes de mots pour ça. Les mots sont complètement inadéquats. Enfin, c'est ce que j'appelle le tout autre, c'est-à-dire... ce qui était l'origine de tout. Nous l'avons vu, toutes les personnes ayant vécu une NDE relatent des expériences relativement proches. Ce qui porte à croire qu'elles n'affabulent en rien, mais qu'il existe bien une expérience universelle de mort imminente. Mais cela signifie-t-il pour autant que ces expériences appartiennent au surnaturel ? Non, répondent les neurologues. Les NDE seraient, selon eux, des phénomènes d'ordre chimique. Dans un état de choc important, de choc marqué, le cerveau va réagir en sécrétant un certain nombre de composés chimiques qui ont pour but un petit peu de s'opposer aux effets néfastes du choc et surtout de permettre l'adaptation au choc. Alors ce sont les endorphines, c'est l'hormone de croissance, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, et c'est l'ensemble de ces hormones et substances chimiques sécrétées après le choc qui théoriquement permet l'adaptation. Mais malgré toutes ces certitudes, les NDE gardent encore bien des mystères. Et pour certains spécialistes, l'explication biochimique est loin d'être suffisante. On est à la limite, bien sûr, de ce qu'on peut expliquer. La sensation de near-death experience ou le fait qu'on puisse démontrer que c'est lié à un mauvais fonctionnement du cerveau ou qu'il y ait toute autre explication, ce n'est ni un argument pour, ni un argument contre le fait qu'il y ait une vie après la vie, comme on dit. Je crois que l'élément, par contre, qui pour le scientifique est très intéressant, c'est que ça fait partie des situations où on est à l'interface entre l'esprit et le cerveau. Et pour nous, bien sûr, scientifiques, c'est extrêmement fascinant et passionnant. Aux frontières de la mort se pose cette question cruciale. Avons-nous, oui ou non, une âme ? Et si oui, où va-t-elle une fois notre corps éteint ? Embryon de réponse, les NDE fascinent, mais ne révèlent rien finalement du grand secret universel. Pour certains, la mort est une fin. Pour d'autres, l'âme s'incarne de corps en corps jusqu'à atteindre la pureté et la sagesse. Ce phénomène s'appelle la réincarnation.
ce concept est si éloigné de notre civilisation occidentale qu'il ne peut s'agir que de pure superstition. Et pourtant, plus de 14 000 cas curieux recensés laissent penser que ça existe. Et je réalise subitement en fait que l'âme de Julia revit à travers moi et c'est affolant quand même. Aujourd'hui, plus d'un quart des Français croient en la réincarnation et ce chiffre ne fait que s'accroître. Alors est-il donc possible que nous ayons déjà vécu? Y a-t-il une vie après la mort? La séance à laquelle nous assistons est un cours de voyance. Cette femme qui donne le cours s'appelle Pascale Lafargue. Hôtesse de l'air depuis plus de 30 ans, elle est aussi médium et fascinée depuis toujours par la réincarnation. C'est lors d'une séance comme celle-ci qu'elle va révéler un jour à Françoise, une de ses élèves, une troublante nouvelle. J'ai dû interrompre le cours et là, effectivement, au milieu de mon groupe, face à moi, j'aperçois un début de matérialisation. La matérialisation s'amplifie de plus en plus et là je distingue très nettement un homme et cet homme, comment dirais-je, s'est placé au milieu du groupe comme cela. Et bien évidemment, quand j'ai vu cette manifestation, comme cela m'arrive bien souvent, eh bien, je lui ai demandé de se présenter, je lui ai demandé mais qui êtes-vous? Et donc cette présence masculine me dit je suis Edmond. Et je lui ai demandé mais Edmond qui? Et il me dit je suis Edmond de Goncourt. Comment Edmond de Goncourt, créateur du prix de littérature du même nom, mort en 1896, pouvait-il être présent dans la pièce? Mais il y a plus surprenant encore, l'homme serait venu chercher son amie Julia qui est dans la salle. Et là je lui ai demandé mais vous êtes venu pour qui et pourquoi? Et là il me pointe du doigt Françoise et il me dit je suis venu pour cette femme, nous nous sommes bien connus, elle s'appelle Julia. Donc à partir de cet instant-là, je regarde Françoise et je lui demande si cela lui parle, si cela lui dit quelque chose. Et elle me dit, écoutez, non, cela ne me dit rien. C'est en touchant les mains de son élève que Pascal va pouvoir entrer en contact avec l'au-delà et comprendre qui est cette Julia. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai pris la main de Françoise et là, c'est allé très vite. Très vite, j'ai entendu « Julia, vous êtes Julia Daudet, je vois Draveil, Paris. Vous avez une vie très solitaire. Je vois que vous avez des problèmes de dos, je vois des problèmes d'yeux également. Je parle également de ses enfants, d'un décès d'un enfant qui va beaucoup la marquer, beaucoup la toucher. Je vois une liaison secrète, elle a vraiment son petit jardin secret. » Françoise serait la réincarnation de Julia Daudet, femme de l'inoubliable auteur des lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet. Edmond de Goncourt, qui était l'ami intime du couple, serait apparu pour la revoir. Pour en savoir plus, Françoise, aidée de Pascal, va commencer une véritable enquête. À la bibliothèque de sa ville, elle va trouver des preuves troublantes qui vont la convaincre qu'elle a eu une vie antérieure. Oui, effectivement, sur la vie de Julia, il y a quand même beaucoup de points communs avec ma vie actuelle. Notamment, Julia était d'origine bretonne, je suis d'origine bretonne. Elle se teignait les cheveux en roux, donc je suis rose. Elle avait les yeux verts, j'ai les yeux verts. Il y a aussi une chose, elle allait en vacances à Piriac, en Bretagne. Et moi, mes premières vacances, c'était à Piriac, j'avais 5 ans. Les points communs sont flagrants, mais Françoise ne va pas s'arrêter là. Elle se rend à Champrosé, dans la maison où vécut le couple Daudet. Je suis un petit peu émue parce que je vais retrouver les lieux où Julia a habité. Donc je suis un petit peu émue, j'espère que je vais avoir des ressentis. Une fois arrivée sur les lieux, Françoise est choquée par sa ressemblance avec Julia Daudet. J'ai ressenti quelque chose de très fort et je dois dire que je me reconnais. Surtout le bas de mon visage, parce que bon, moi-même je ne peux pas juger, mais ça me trouble profondément. Après avoir fait le tour de la maison, elle semble ressentir des choses étranges. C'est l'ambiance même de la maison. La maison revient automatiquement. Il y a des bruits sourds, il y a... Enfin, c'est pas un décor comme aujourd'hui, hein. C'était pas comme ça. C'était beaucoup plus sombre, des tons bruns. Là, à la limite, elle me plaît pas comme ça, la maison. Et c'est quelque chose de très feutré, très feutré. Du bonheur, oui, mais c'est pas... Du bonheur et de la souffrance. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens profondément. Mais c'est quand elle arrive devant le portrait de celui qui aurait été son mari dans une vie antérieure que Françoise craque. Je ressens une grande souffrance, une grande détresse.
Ça me trouble beaucoup. Bouleversée mais convaincue de cette réincarnation, Françoise va approfondir son enquête en se rendant à Paris, dans une des propriétés où vécut pendant 10 ans le couple Daudet. Elle a comme une impression de déjà-vu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le genre de bâtisse que j'aime. Mais par contre, là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que c'était pas comme ça à l'époque. C'est pas, il y avait comme, je ressentais comme un abri, comme une protection. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose que je connais, mais c'est le sentiment que j'ai. Cette porte n'était pas comme ça. Je sais pas, comme s'il lui manquait quelque chose. En recherchant dans les archives de Paris, nous avons trouvé cette photo. Et étrangement, Françoise ne s'est pas vraiment trompée. Au XIXe siècle, au rez-de-chaussée, se tenait une galerie de boutiques. En entrant dans cette demeure, aujourd'hui une bibliothèque, Pascal et Françoise semblent revivre les images du passé de Julia. J'entends comme le bruit des sabots comme ça sur le pavé. C'est marrant, j'ai comme une notion de sortie secrète, d'endroit où comme des gens qui sortiraient par un autre endroit que par là où ils sont arrivés. Je ressens la Julia à ce moment précis, très à l'aise avec les présences masculines, les hommes. J'ai l'impression qu'elle se sentait plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. C'est ce que je ressens là à l'instant. J'ai des images d'une Julia à une période de sa vie où elle était vraiment très heureuse. Je ressens la présence d'un petit enfant. Pour achever sa quête de la vérité et afin d'être le plus proche possible de celle qui s'est réincarnée en elle, Françoise, toujours accompagnée de Pascal, s'est rendue au cimetière du Père-Lachaise. Pour elle, c'est ici que tout se confirme. C'est très impressionnant de se trouver là sur la tombe de Julia. Et je réalise subitement en fait que l'âme de Julia revit à travers moi et c'est affolant quand même. Oui, je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien. Bien que nous ne mettons pas en doute les allégations de Françoise, rien ne peut encore prouver que la réincarnation existe. Mais comment expliquer une telle conviction ? Samuel Lepastier est psychiatre et pour lui, il y a une autre explication. Quand on croit, par exemple, à la réincarnation, on peut à ce moment-là tenter de donner un sens à ce qui nous arrive. Lorsque on a peur, lorsqu'on a peur, on essaye de se donner du courage. On peut le faire de plusieurs façons, soit en comprenant davantage la situation dans laquelle on est placé, soit en ayant recours à un mythe. Tout mythe sert effectivement à rassurer les gens dans toute civilisation. La réincarnation apparaît comme un mythe ou comme une forme de religion qui aide beaucoup de gens à vivre. Autosuggestion, manipulation de l'esprit, fantasme d'une vie rêvée, voilà une explication plus crédible que l'hypothèse de la réincarnation. Cependant, l'histoire étonnante de Françoise n'est pas la seule. Il existe plusieurs témoignages similaires dans le monde. Ian Stevenson était l'un des plus éminents psychiatres des États-Unis. Il a passé sa vie à enquêter sur les phénomènes de réincarnation. Il a rapporté des 4 coins de la planète des histoires stupéfiantes. Comme par exemple l'histoire de cet enfant, né avec une malformation de l'oreille, mais aussi avec le souvenir troublant d'une autre vie. Ce garçon m'a dit se souvenir d'une vie antérieure, où il était, paraît-il, un fermier turc. Il raconte que ce fermier dormait dans un champ et qu'un chasseur, le prenant pour un animal, lui a tiré dessus, lui arrachant la partie droite de l'oreille. Après enquête à l'hôpital, Ian Stevenson s'est procuré un rapport confirmant l'histoire de ce fermier mort. Les détails précis et les noms livrés par l'enfant s'avèrent exacts. Autre exemple, celui d'un meunier tué à coups de pelle. La photo provient du rapport officiel du médecin légiste. Les marques sont très caractéristiques. Or, un enfant qui prétend se souvenir précisément de la vie de ce meunier présente sur son crâne des marques très proches. Peut-on considérer cela comme une preuve de la réincarnation ? On peut avoir des manifestations physiques qui sont l'expression de désirs inconscients. C'est un phénomène connu depuis le XIXe siècle en psychiatrie. C'est ce qu'on appelle les stigmates hystériques. Et comment expliquer cette autre histoire déconcertante ?
Dans les années 70 en Inde, un petit garçon est victime d'un accident. Les doigts de sa main droite sont sectionnés et il meurt peu après d'une hémorragie. Quelques années plus tard, un enfant né sans doigt à la main droite révèle de multiples souvenirs concernant l'enfant mort. Je me souviens de ma réincarnation. Je me souviens parfaitement de ma vie d'avant. Mon père était alcoolique. Et un jour, il m'a poussé dans une machine et ma main a été complètement écrasée. D'après Ian Stevenson, naître sans doigt est un phénomène extrêmement rare. La coïncidence est d'autant plus troublante que chez les deux enfants, les mêmes doigts sont manquants. On décide d'emmener l'adolescent dans la maison de l'enfant mort. Il est reçu par la mère et le frère aîné. Le jeune homme est immédiatement reconnu et accepté par les deux, au point qu'aujourd'hui, il passe une grande partie de l'année dans cette deuxième famille. Les preuves ne sont pas suffisantes et il pourrait s'agir d'une coïncidence pure et simple. Le docteur Stevenson, mort il y a 3 ans, emporte avec lui les secrets de la réincarnation. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour de nouvelles enquêtes sur d'autres phénomènes inexpliqués, comme les prophéties ou encore les rêves prémonitoires. A tout de suite. Les charlatans prétendent tout soigner grâce à leur méthode. Certaines de leurs victimes vont tout perdre. Comment peut-on se laisser convaincre par ces soi-disant bienfaiteurs? Nous avons suivi le docteur Déo qui s'acharne à les débusquer. Intuition, prémonition, il n'existe aucune preuve scientifique de leur existence. Faut-il croire à des dons de visionnaires ou à de simples coïncidences? Nous avons enquêté. Prophétie, rêve prémonitoire, intuition, nous avons tous entendu parler de célèbres prophètes, comme par exemple Nostradamus. Et autour de nous, il y a toujours des anecdotes qui circulent d'un tel ou d'un tel qui aurait rêvé d'un drame avant qu'il ne survienne. Mais s'agit-il d'incroyables coïncidences ou d'un vrai don surnaturel? Certains d'entre nous auraient-ils une sorte de sixième sens tellement développé qu'ils arriveraient à anticiper des événements futurs? En littérature, les exemples d'écrivains visionnaires sont nombreux. Mais étaient-ils juste malins et très documentés ou dotés d'un pouvoir paranormal? Enquête au pays mystérieux des prophéties et des rêves prémonitoires. Freud quand il nous tient. « 11 septembre 2001. En quelques minutes, les images horrifiantes des attentats du World Trade Center font le tour du globe. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer une telle atrocité. Personne, rien n'est moins sûr. Des artistes, mais aussi des anonymes, semblent avoir eu des formes de prémonition très troublantes. Le docteur Philippe Wallon est psychiatre et auteur de plusieurs ouvrages sur le paranormal. Il y a même 2 patients qui m'ont prévu cet attentat, et à 2 jours près. C'est-à-dire qu'en fait, une personne est venue me voir le 9 septembre et m'a dit « va se passer quelque chose de très noir qui va concerner le monde entier ». Et l'autre m'a dit « le CAC 40, qui est actuellement, je crois, à 4006, va descendre bientôt en dessous de 4000 ». Bon, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit tous les deux, et vraiment à 2 jours près, qu'il allait se passer une catastrophe mondiale. D'autres exemples à travers le monde nous ont interpellés. En juin 2001, le groupe de hip-hop The Coup imagine la pochette de son album Party Music. À l'origine, il est censé sortir en septembre, mais l'image colle tellement à l'actualité qu'elle est retirée en catastrophe pour ne pas heurter l'opinion publique. La maison de disques est obligée de repousser la sortie. Ce qui m'a énormément surpris dans cette pochette de disque, c'est le cliché qui, je dirais pas vraiment au millimètre près, mais presque pouvait se superposer aux images qu'on donnait à la télévision. Donc il y a quelque chose qui, à mon avis, là, est d'ordre visionnaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève, à mon avis, de la voyance. D'autres exemples d'œuvres artistiques présentent des éléments troublants. Certains, comme l'astrologue Fabrice Caspeau, les qualifient de visionnaires. Les artistes, et notamment les écrivains, présentent effectivement des capacités proches de la voyance
pour effectivement prévoir les événements futurs parce qu'ils se mettent dans une disponibilité, un état psychique qui les place, je dirais, sur un autre plan de conscience, un autre plan, une autre dimension. Alors l'écrivain, quand il se met à écrire, la question est-ce que c'est lui qui dicte ou est-ce qu'il est dicté ? Tom Clancy est un romancier à succès. Voilà ce qu'il imagine en 1995 dans le roman Sur ordre. Pendant la guerre totale d'un dictateur iranien contre le grand Satan américain, un Boeing se crache dans le Capitole, autre grand symbole du pouvoir. Immédiatement interrogé par la presse, l'écrivain lui-même n'en revient pas. Auriez-vous pu imaginer un scénario pareil dans l'un de vos livres ? Le problème quand on est romancier, c'est que même avec la meilleure volonté, on ne peut pas imaginer tout ce que les fous peuvent faire sur cette terre, même en essayant. Pour être tout à fait franc, je n'aurais jamais pensé qu'une telle menace soit réelle, que 4 personnes se suicident de la même manière en même temps. Depuis, Clancy a connu un regain de popularité et de nombreux sites lui sont consacrés. Pour certains, c'est un prophète et son livre est une véritable prémonition. Alors faut-il croire à son don de visionnaire ou est-ce simplement une coïncidence? Les avis divergent. D'abord, c'est pas une prophétie au sens où Clancy ne fait qu'extrapoler des choses plausibles. Il n'est pas complètement décalé de la réalité. Il extrapole des données qu'on connaît, l'extrémisme islamiste, etc., etc. Il est tout à fait possible que les gens qui ont fait l'attentat du 11 septembre se soient inspirés du roman de Clancy. Auquel cas, il ne s'agit plus d'une prophétie. Beaucoup plus loin de nous, Jules Verne était-il un écrivain visionnaire? Il avait notamment imaginé le sous-marin et la conquête de la Lune bien avant leur mise en œuvre. Encore plus impressionnant, la prophétie littéraire du Titanic. Tout le monde se souvient du blockbuster de James Cameron, mais peu savent qu'il y a près d'un siècle, une fiction avait déjà décrit la catastrophe, 14 ans avant qu'elle se produise. En 1898, l'écrivain Morgan Robertson publie le roman « Le naufrage du Titan ». Les dizaines de similitudes avec la réalité sont sensationnelles. La tragédie arrive pour l'un comme pour l'autre, en avril, la nuit, à une heure avancée, dans un iceberg, et la cause, c'est la vitesse qui était commandée par les investisseurs qui demandaient au capitaine de sortir toute la puissance de leurs bateaux respectifs, que ce soit le Titan ou le Titanic. En plus, tous les deux sont censés être insubmersibles. Et la liste continue, à peu de choses près, même longueur, même tonnage, même nombre de passagers. Plus incroyable encore, même quantité insuffisante de canaux de sauvetage. Et surtout, même nombre de victimes. Comment expliquer ces extraordinaires analogies? Robertson affirmait avoir été inspiré par ce qu'il appelait un collaborateur astral, un esprit qui le guidait dans l'écriture. C'était un écrivain médiumnique, Robertson. Et pour écrire certains romans, il se mettait dans un état proche de la transe. Il raconte que pour écrire ce livre, il s'est mis dans un état de transe, probablement dû à l'alcool car il buvait beaucoup, et qu'il a vu défiler dans un rêve un énorme bateau avec le titre le Titan. Pour certains, le mystère de l'écrivain prophète s'explique d'une façon simple, plus rationnelle. Robertson était un ancien marin, connaissant parfaitement la mer et ses contraintes. Il avait pu entendre parler des derniers projets de construction de bateaux. C'est quelqu'un qui vient de la marine, qui a travaillé 10 ans dans la marine, qui pour son époque connaît parfaitement ce secteur-là, qui connaît aussi les avancées techniques et technologiques. Donc on a quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet. Ça, c'est déjà un élément important pour comprendre la suite. Robertson aurait ainsi voulu donner une leçon aux industriels et au public de l'époque. Son message, battre de nouveaux records avec la construction d'un paquebot géant et insubmersible, ne serait que pure folie. Il prend une situation absurde, c'est-à-dire un bateau qui fonce de nuit dans le brouillard pour battre un record. Et pour que ça frappe les esprits, tant qu'à faire à la première sortie, c'est le mieux. Et qu'est-ce qui peut détruire un bateau qui est réputé comme insubmersible? Forcément, ça ne peut être qu'un iceberg. La seule chose qui est suffisamment dure. La création d'un tel navire aurait donc été dès le départ vouée à l'échec. Pourtant, le roman prémonitoire de Robertson n'aura pas pu empêcher la catastrophe qui fit environ 1500 morts. En dehors des écritures visionnaires, d'autres formes de prémonition anticiperaient les événements dramatiques. Certaines personnes sont convaincues de voir l'avenir dans leur sommeil. Cela fait plus de 40 ans qu'Henri Prémont recueille des témoignages et écrit sur le phénomène des rêves prémonitoires. Ce sont des gens qui ont des dons de voyance.
C'est un peu comme un écrivain, musicien, sculpteur, etc., une espèce de don. En 1970, Henri Prémont fait un cauchemar dans lequel il voit plusieurs dizaines de personnes mortes brûlées dans une boîte de nuit. Une semaine plus tard, l'actualité lui donne malheureusement raison. Le terrible incendie du club le 5 à 7, près de Grenoble, fit 146 morts. J'ai vu tous ces jeunes gens qui mouraient, j'ai vu où l'incendie avait démarré. J'ai vu quelqu'un qui essayait de s'enfuir par le toit. Effectivement, après, à la télévision, on a découvert le corps d'un jeune homme sur une poutre du toit. Ça correspondait bien à mon rêve. Nous avons recueilli d'autres témoignages d'anonymes. Jean-François Soyez a souvent fait des rêves prémonitoires, parfois pour des détails du quotidien, d'autres fois pour des choses plus graves, comme pour ses 3 accidents de voiture en 6 ans. Pour tous, il s'y attendait. Ce jour-là, il était obligé de prendre son véhicule et manquait d'éléments précis pour éviter les accrochages. Les 3 fois où j'ai eu un accident, je l'avais rêvé, la nuit même. La nuit même. Et en me levant, j'étais intimement convaincu que ça allait se produire. Donc sur la route, j'étais plus prudent, mais bon, c'est arrivé quand même, quoi. C'est comme ça. Seulement voilà, on est en droit de se poser la question. Jean-François aurait-il provoqué les accidents comme pour se donner raison? C'est ce que pense le docteur Benassami, psychiatre. Peut-être a-t-il, sans s'en rendre compte, une conduite à risque. Peut-être a-t-il à l'intérieur de lui une sorte de personnalité qui le met en danger. Comme une double personnalité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on est dans une conduite inconsciente. Mais pour au moins l'un des accidents, c'est impossible. Jean-François a essuyé un refus de priorité, donc il n'y pouvait rien. Je me vois mal provoquer moi-même, par exemple, le refus de priorité qui m'a été fait. Je ne me vois pas foncer en me disant « Mon petit gars, il faut que je réalise mon rêve, tu vas me rentrer dedans, et donc tu vas me refuser la priorité. » quoi. N'avoir aucune prise sur les événements est une source de stress pour Jean-François. Surtout quand il s'agit de ses enfants. Quand il rêve pendant des mois que son plus jeune fils va tomber dans l'escalier, l'angoisse ne le quitte plus. Il me manque un détail, il me manque quand ça va se produire, l'heure, comment, je n'en sais rien. Sinon, évidemment, ce jour-là, à l'heure précise, j'aurais été au bas de l'escalier pour attraper l'enfant ou le tenant par la main. Le rêve ne se serait pas réalisé. Et puis voilà, je ne sais pas. Son rêve proviendrait-il juste d'angoisse légitime pour n'importe quel parent attentif? Ce n'est pas si évident. À l'époque, Jean-François a 3 enfants qui n'ont jamais eu d'accident. Le petit garçon concerné n'est pas plus maladroit ou agité que les autres. Il y a une barrière au pied des marches pour lui interdire l'accès et sa mère est là pour le surveiller. Mais un jour, alors que Jean-François est en réunion de travail, son épouse l'appelle paniqué. Estelle me dit « Écoute, il faut que tu rentres tout de suite, le petit est tombé des escaliers. » Je me suis précipité à la voiture, je suis rentré, et puis évidemment, j'ai découvert le petit dans les bras d'Estelle, il était tout blanc, avec des bleus partout. La première chose que j'ai faite, évidemment, c'est de le prendre, l'emmener aux urgences de l'hôpital, et par chance, il n'avait rien, Et depuis, je n'ai jamais plus fait ce rêve, ni ressenti une angoisse comme celle-là. Dans le cas de Jean-François, aucun de ses cauchemars ne lui aura permis de contrer les événements. Mais d'autres témoins font le récit inverse. Les rêves prémonitoires peuvent parfois sauver des vies. Nous avons été à Roubaix, dans le nord de la France, à la rencontre de Slim Van de Velde. Une nuit, alors que son fils Rémi n'est encore qu'un bébé, il rêve qu'il va mourir. J'avais rêvé que mon fils, ce jour-là, mourait. Et qu'il allait lui arriver quelque chose. Mais il mourait, ça c'était sûr et certain. Je le voyais sur une table allongée, mort. Je me suis levé, puis comme j'ai dit, je voulais pas aller travailler. Je dis, tu racontes n'importe quoi, je dis, t'as pas envie d'aller travailler, c'était... Elle pensait sur le coup que c'était une connerie, j'avais pas envie d'aller travailler. Mais moi, j'ai pas jamais eu peur de pas aller travailler. Moi, j'ai dit, je ne bougerai pas, il va arriver quelque chose à mon fils aujourd'hui. Sa conviction est plus forte que les doutes de sa femme. C'est ce qui permettra de sauver son fils. À 10h du matin, après avoir mangé, Rémi devient tout bleu. Il fait un arrêt cardiaque. Slim Van de Velde se précipite chez sa sœur, qui habite en face et qui sait prodiguer les soins nécessaires. Rémi est sauvé. Aurait-il survécu sans le rêve prémonitoire de son père? J'aurais pas assumé, franchement. Je pense que j'aurais dit, ben oui, il est mort, j'aurais rien fait en fin de compte. C'est parce que, bon, il a été derrière en me disant, tu sais, il y a ce rêve, Rémi va mourir aujourd'hui, mais sinon je l'aurais pas cru. Rémi semble être un vrai miraculé.
Pour le docteur Christophe André, dans ce genre de cas, les rêves prémonitoires traduisent une forme d'anxiété et d'intuition difficilement explicable. Lorsqu'on est parent d'un bébé prématuré ou qui est vulnérable ou fragile, eh bien on va avoir toutes les nuits, très probablement, des rêves concernant la santé de cet enfant. Et des rêves, pas forcément positifs, mais des rêves marqués par l'inquiétude ou le souci. L'intuition, les rêves prémonitoires sont des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, mais moi je me garderais bien de dire n'écoutez jamais vos intuitions, ne suivez jamais ce que vous indiquent vos rêves prémonitoires. Certains ont poussé plus loin l'étude des prémonitions. Nous avons rencontré un spécialiste en psychologie expérimentale. Dick Bierman est professeur d'université aux Pays-Bas. Selon lui, l'être humain est doué de capacités prémonitoires. Pour le prouver, Stéphanie, qui fait partie de nos équipes, va tenter une expérience. Alors, prête pour cette expérience? Je suppose. Il faut. L'ordinateur va faire défiler au hasard une centaine de photos. Certaines sont neutres, d'autres sont violentes, sexe, accident ou agression. Des capteurs enregistrent le pouls de Stéphanie, c'est-à-dire les pulsations de son cœur. Pour Dick Bierman, avant chaque image choquante, le corps anticipe et le rythme cardiaque augmente. Ce serait l'effet physique de la prémonition. Nos résultats démontrent que son émotion était bien plus élevée avant les images violentes qu'avant les images neutres. Cela montre que son corps savait ou pressentait quelles images allaient arriver avant même de les voir. Les réactions de notre corps prouveraient donc que nous avons des pressentiments et que nous pouvons inconsciemment anticiper les événements du futur proche. Pour vérifier la validité de cette expérience, nous nous sommes rendus à l'université de Liège. Thierry Meulmans est spécialiste de psychologie expérimentale. Il est formel. Pour lui, cette expérience n'a rien de concluant. Le sujet sait que va survenir une image difficile. Et donc, il anticipe émotionnellement, il a une crainte par rapport à la survenue de cette image. Et on voit que plus les images passent, plus la réaction, la crainte du sujet augmente. Jusqu'au moment, comme vous le voyez ici, où une image à contenu violent, par exemple, est présentée. Ensuite, immédiatement, le sujet se dit, puisque je viens de voir une image violente, eh bien, l'image suivante, vraisemblablement, sera une image neutre. Et donc, son anxiété diminue. Les prémonitions ou pressentiments de Dick Bierman ne seraient donc que de l'appréhension. Plus il y a d'images neutres, plus la personne redoute de voir apparaître une image violente et plus son rythme cardiaque augmente. Qu'il s'agisse de rêves prémonitoires ou de prémonitions, il n'existe aucune preuve scientifique de leur existence. Pourtant, les nombreux exemples d'artistes ou de témoignages d'anonymes sont très troublants. Un autre phénomène comparable semble difficile à décrypter. L'intuition. Un sixième sens mystérieux qui nous permettrait de faire les bons choix au bon moment ou un simple don. Beaucoup en rêvent, alors que d'autres pensent lui devoir leur extraordinaire réussite. C'est le cas de Bernard Fixot, devenu grâce à son intuition un des plus grands éditeurs parisiens. Je pense que c'est un don, oui. Si on a de l'intuition, c'est un don. C'est un don, c'est comme quelqu'un qui court vite ou quelqu'un qui est bon pour les maths, bon pour le français, c'est un don. Il y a plein de gens qui m'envient sûrement et qui disent de toute façon c'est trop facile, tu ne publies que des best-sellers. D'ailleurs, chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit c'est très simple, du moment que c'est publié, que tu vas le publier, ça va marcher. Pour preuve, en 1987, alors que tous les éditeurs refusent le manuscrit de Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, Bernard Fixot, lui, rachète les droits au Flair pour une bouchée de pain. Résultat, c'est un succès international. 3 200 000 exemplaires en France et je ne sais combien de millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais c'est la France, nous avons été les premiers à le lancer. Ensuite, ça a marché en Allemagne, ensuite en Suède et ensuite aux États-Unis. Mais là, je l'ai senti, mais alors, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a semblé tellement évident. J'ai dit, mais c'est génial. Les intuitions, vous ne les créez pas. Elles viennent de quelque chose qui, inconsciemment, rentre à l'intérieur de votre tête et vous fait réagir. Mais pour ça, il faut être curieux. Flair ou hasard chanceux, mystère. Toujours est-il que Bernard Fixot est de ceux auxquels tout réussit. Mais attention, pour Catherine Balance, auteure et spécialiste du sujet, l'intuition, ça se travaille. Il y a 10 ans, elle crée des ateliers qui aident les participants à la développer. Oui, l'intuition, ça s'entraîne. Il y a une Américaine qui avait écrit dans un livre, l'intuition, c'est comme un muscle. Il faut l'assouplir pour qu'elle soit de plus en plus fiable.
Et pour Catherine Balance, le fonctionnement de l'intuition est presque énigmatique. La façon de procéder de l'intuition, c'est très irrationnel. Alors ça n'est pas explicable pour moi. C'est la deuxième fonction de notre cerveau, c'est-à-dire on a une fonction logique et on a une fonction intuitive. Et c'est le deuxième outil finalement pour prendre des décisions qu'on ne peut pas aller chercher avec la logique ou avec la raison. C'est-à-dire c'est vraiment très complémentaire. Avec la logique, on prouve et avec l'intuition, on trouve. Vert. Oui. Et pour développer leur intuition, Catherine demande d'abord aux personnes de son groupe de se relaxer. Si ça vous tente, on peut faire 2-3 petits sons. Il n'y a pas d'obligation, mais ça détend aussi. Alors on fait n'importe quel son. Le but de cet échauffement, abandonner ses réflexes de pensée et fonctionner de manière totalement spontanée. Un des exercices proposés par Catherine Balance, faire décrire par l'un des participants une image cachée dans une enveloppe. Donc Dimitri, je te donne cette enveloppe. Tu notes quelques impressions sur cette enveloppe et ensuite tu la passes à Geneviève, puis Geneviève à Mireille. Voilà, c'est clair ? Dimitri suit cet atelier pour la 3e fois seulement. Il va essayer de visualiser cette image dans les moindres détails. Il se laisse donc complètement guider par son intuition. Donc maintenant, vous allez pouvoir nous dévoiler ce que vous avez ressenti par rapport à cette enveloppe. J'ai trouvé les choses qui sont venues. Reste à voir après ce que ça donnera. Dis-nous ce que tu as trouvé. Moi, j'ai vu un triangle. J'ai vu des fleurs. J'ai vu des traits noirs sur le côté en biais. Ça, 1 ou 2 ou 3 traits noirs. Et puis un voilier. Bien, on va regarder cette carte. On donne un point à Dimitri ? Ouais. Si Dimitri n'en est pas à son premier essai, il semble pourtant encore impressionné par ses nouvelles capacités. C'est vrai que je me surprends moi-même. Quelque part, ça me touche, ça me bouleverse même. Pour aiguiser notre intuition, il faudrait donc la travailler en permanence. Catherine Balance conseillerait presque d'en abuser et de l'utiliser pour les petits riens du quotidien. Solliciter son intuition, n'hésitez absolument pas à le faire. Parce qu'à partir du moment où vous la sollicitez, mais pour n'importe quoi, quelle robe je mets ce matin, quel plat je mange à midi, d'écouter vraiment ce vers quoi vous êtes attiré le plus. Et la façon dont vous vous sentez bien après dans votre journée avec cette robe ou avec n'importe quel type de décision pas très importante à prendre, vous permet de voir comment votre intuition se manifeste. Le secret, s'écouter un peu plus, être spontané, laisser parler une petite voix intérieure censée nous dicter les choix les plus justes. Mais attention, pour Christian Balico, docteur en psychologie, notre intuition ne suffirait pas à tirer les bonnes conclusions. À chaque fois que nous prenons une décision, nous avons besoin d'une certaine forme d'intuition. Mais nous avons besoin également de nous appuyer sur un certain nombre de données rationnelles. On ne peut pas se servir de sa simple intuition, tout simplement parce qu'on peut se tromper. Alors, beaucoup de gens pensent avoir de l'intuition, ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils comparent une situation présente, sans s'en rendre compte, de façon non consciente, à des situations qu'ils ont pu vivre antérieurement. C'est tout simple. Nous sommes en Haute-Savoie. Pierre Gaborio est guide de haute montagne. S'il avait davantage fait confiance à son intuition, cet homme se serait évité quelques déconvenues. Lors d'une excursion, une petite voix intérieure l'aurait prévenu d'un danger imminent. Ce jour-là, il fait une mauvaise chute. Bilan, une vertèbre cassée et une semaine d'hôpital. Ça a changé fondamentalement le cours de ma vie au sens où, à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'étais connecté en permanence que je pouvais me connecter en permanence avec mon intuition, avec cette petite voix qui avait autour de moi. J'avais enfin pris conscience que j'avais cette intuition, cette petite voix qu'on avait en permanence. Mais moi, il a fallu que je me prenne un gros coup de pied aux fesses pour arriver à le comprendre. Depuis ce jour, Pierre dit tout faire pour écouter sa petite voix. Il rencontre alors Sylvie Curiose, psychologue suisse, et partage avec elle les mêmes convictions. Alors l'intuition, moi je vois ça comme une petite lanterne qui éclaire notre chemin.
Quelque chose qui est une faculté, qui est au-delà de l'intellect, au-delà du mental, et qui nous permet de suivre la voie qui est la meilleure pour nous. Je dirais que plus on se connaît, plus on peut écouter cette petite voix, plus on écoute cette petite voix, plus on se connaît. C'est une sorte de spirale ascendante qui est la spirale de l'évolution, tout simplement. Tout le monde posséderait de l'intuition. Mais comment expliquer alors qu'elle soit plus développée chez certaines personnes ? C'est une faculté qu'on possède tous. La seule chose est qu'on a oublié de fonctionner de cette façon-là, parce qu'on a mis la primauté à l'intellect, au mental, au raisonnement, au cerveau gauche, si on veut dire comme ça, alors que l'intuition est une faculté qui provient du cerveau droit. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on dit qu'elle est plus féminine, puisque fondamentalement, les femmes ont plus tendance, de manière naturelle, à fonctionner avec leur cerveau droit. Donc elles sont plus proches, on va dire, de cette intuition que les hommes. Une théorie que semble contester le docteur en psychologie Christian Balico. Je pense que les femmes ont de l'intuition, mais les hommes en ont tout autant. Tout dépend en fait des expériences que les hommes et les femmes ont pu vivre au cours de leur vie, qui font qu'on a de l'intuition ou on en a beaucoup moins. C'est une forme de sensibilité, si vous voulez. La théorie qui voudrait que le siège de l'intuition réside dans le cerveau droit, alors que c'est une théorie qui relève de la supercherie, qui n'a jamais été prouvée. Pierre et Sylvie décident alors d'organiser des stages d'intuition à la montagne pour partager leur expérience avec les autres. En plein cœur de la nature, il serait plus facile de retrouver un peu de spontanéité pour développer son intuition. Vous allez avoir donc les yeux bandés et vous laissez guider sans le visuel. Donc c'est nous qui vous sécurisons, c'est des arbres, c'est des trous, des quoi que ce soit, on vous donne la main s'il faut, mais vous allez où vous voulez, vous laissez guider sans le visuel. Parce qu'on s'aperçoit que très souvent le visuel nous fausse l'impression. On se guide par des trucs, ces informations qui nous arrivent en permanence, on a du mal parfois à se déconnecter. Premier exercice, les participants ont les yeux bandés et doivent se déplacer ainsi pour étendre leur perception. Le but, ne plus réfléchir, écouter son corps, réagir de manière instinctive, presque animale et découvrir de nouvelles sensations. L'expérience semble concluante. Loin de l'agitation urbaine, les membres du groupe ressentent visiblement des phénomènes étranges. J'ai décollé complet, quoi. Comme si je flottais, quoi. Comme si j'étais bien. J'avais pas de sensation de froid, de rien. J'étais bien, quoi. Super bien. Moi, j'adore les oiseaux et là, j'étais un oiseau, quoi. Au départ, j'ai ressenti vraiment d'en haut quelque chose qui m'arrivait ici, de presque un peu comme un battement de cœur qui venait et qui tout d'un coup s'est dilué, devenu serein, calme. Puis tout d'un coup, j'ai eu cette vision, cette ouverture sur le monde, comme si un peu, c'était un flash, comme si un peu j'étais projetée presque hors de la matrice, quoi. Se plonger au cœur de la nature pour réveiller un pouvoir ignoré qu'on appellerait l'intuition, c'est là une croyance plus qu'une démonstration scientifique. Notre sixième sens, s'il existe, garde donc tout son mystère. Vous êtes nombreux à être tentés par les médecines parallèles, surtout quand la médecine traditionnelle n'a pas su vous soulager. 8 à 10 millions de Français vont consulter ces thérapeutes d'un genre particulier. Ils sont magnétiseurs, guérisseurs, ou disent encore manipuler des énergies pour votre bien. Mais attention, ces médecines parallèles sont officiellement interdites par la loi et l'État n'exerce aucun contrôle. Aussi, à côté de praticiens honnêtes, prolifère une nuée d'escrocs sans scrupules qui peuvent non seulement vous ruiner, mais aussi vous conduire à des dérives très dangereuses pour votre santé physique et mentale. Ce soir, des victimes témoignent et des médecins dénoncent. Cet appareil, c'est une véritable arnaque. C'est censé mesurer le stress. En fin de compte, ça ne mesure qu'une résistance, la résistance du corps humain. Moi, j'ai eu droit à quelque chose de plus archaïque. Ceci est un aimant que je devais placer dans la maison, donc ça devait protéger des mauvaises ondes. Suite à de graves problèmes de santé, Lionel et Josiane décident de consulter des spécialistes. Malheureusement, ils vont être victimes de manigances d'un escroc. Sous prétexte de méthodes alternatives, certains médecins peu scrupuleux n'hésitent pas à proposer en effet à leurs patients d'étranges remèdes.
J'ai marché dans la combine parce que quand on est déprimé, on est prêt à tout faire pour se sentir mieux, notamment de se débarrasser de la maladie. Et donc, moi, j'y ai cru, à plein. Quand la médecine traditionnelle ne répond plus à leurs attentes, un Français sur deux n'hésiterait pas à recourir à une méthode différente dite parallèle. Pourtant, tous ne tombent pas entre les mains de charlatans. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les patients à donner leur confiance aux chantres de méthodes prétendument révolutionnaires ou aux défenseurs de traditions qui tiennent de la magie? Quelles sont les méthodes des imposteurs et comment les reconnaît-on? À la suite d'un grave accident de voiture, Lionel et sa femme décident de consulter un spécialiste pour soulager leurs problèmes de dos et d'anxiété. À ce moment-là, le couple est loin d'imaginer ce qui les attend. Alors la sophrologue nous demandait de nous allonger et on respirait très très fort à son rythme. Et c'était en fin de compte de l'hyperventilation. Elle avait aussi un discours, il faut savoir, assez incohérent, bizarroïde. Son chat percevait des ondes négatives, elle voyait des anges, elle prenait des douches entre les séances parce qu'elle avait perçu des ondes négatives de la personne qui venait de passer auparavant. Et surtout, ce qui était assez grave, c'est qu'à tous nos problèmes, il y avait un responsable. Du coup, la sophrologue leur conseille d'aller voir un confrère dont les méthodes s'avèreront plutôt louches. Elle nous a orientés vers un géobiologiste qui est venu avec sa mallette, plein d'instruments bizarroïdes, pas tous scientifiques, on va dire. Et il est venu donc expertiser la maison. Si au départ les choses paraissent anodines, l'expertise se transformera progressivement en exorcisme. Le géobiologiste prétend posséder des pouvoirs paranormaux et utilise alors des appareils de plus en plus curieux. Ça, c'est un appareil qui, soi-disant, permet de trouver les ondes négatives. Là, hop, je fais direction la tourterelle. Et puis après, je vais aller direction la mare. C'est une grosse arnaque, tout simplement parce qu'il suffit d'incliner un tout petit peu le bloc pour lui donner la direction qu'on veut à l'antenne. Voilà. Pas plus de science que de magie dans tous ces procédés. Sans le savoir, Lionel et sa femme sont tout simplement tombés entre les mains d'un imposteur. Au bout du compte, non seulement le couple ne trouvera aucune solution à leurs problèmes, mais pire, Lionel va tout perdre. Ce sont des photos du bonheur, des photos où nous étions heureux avec Lucas et sa maman. Et puis maintenant, ma femme est partie à cause de ce réseau de charlatans avec leurs pratiques paranormales. Elle a carrément adhéré à ce genre de philosophie. Hélas, le cas de Lionel est loin d'être isolé. Son amie Josiane a elle aussi été victime du même charlatan. Est-ce que tu as eu cet appareil-là? Bien sûr, Lionel. Sur moi et dans ma maison, notamment dans les chambres. Enfin, on est passé par toutes les pièces, attends. Mais les chambres étaient négatives. Suite à de graves problèmes de santé, Josiane se tourne vers un soi-disant bienfaiteur. J'ai eu un cancer avec récidive. Donc, je me suis trouvée déprimée. On m'avait conseillé d'aller voir une ostéopathe qui, elle, m'a conseillé une sophrologue. Et ensuite, la sophrologue, me voyant toujours déprimée, m'a dit que j'étais envoûtée. Les deux amis semblent avoir eu le même traitement de faveur. Mais pour guérir le cancer de Josiane, les médecins escrocs n'hésitent pas à employer des méthodes encore plus archaïques. Ceci est un aimant que je devais placer dans la maison. Moi, je l'ai mis dans la cuisine, mais j'aurais pu le mettre ailleurs. Donc, ça devait protéger des mauvaises ondes. Et la liste des choses farfelues est loin d'être terminée. Josiane va se prêter à une série de rites plus excentriques les uns que les autres. Placer du papier alu sous un matelas pour absorber les ondes négatives. Se couper une mèche de cheveux et la brûler pour se purifier. Ou encore se protéger de la maladie avec cette poupée en pâte à modeler à son effigie. Des pratiques à la limite du vaudou pour lesquelles Josiane aura dépensé pas moins de 3 000 €. Alors comment a-t-elle pu se laisser convaincre par de tels gris-gris? J'ai marché dans la combine parce que quand on est déprimé, on est prêt à tout faire pour se sentir mieux, notamment de se débarrasser de la maladie. Et donc, moi, j'y ai cru, à plein. Rien d'étonnant à ça. Certains imposteurs n'ont aucun scrupule et vont même jusqu'à jouer sur la détresse des malades pour les faire tomber dans le panneau. Le docteur Déo, médecin généraliste, s'applique depuis des années à débusquer les charlatans de la santé et il connaît bien tous leurs stratagèmes.
Le charlatan va d'abord vous faire du charme. Ensuite, on va vous dire que vous avez quelque chose. Ce quelque chose, vous avez besoin d'une aide. C'est pas grave, je vais pouvoir vous en sortir. Le charlatan va toujours pouvoir vous en sortir. Si pour Josiane tout s'est bien terminé, il n'en va pas toujours de même. Parmi les charlatans de la santé, le docteur Déo trouve parfois de vrais médecins qui, sous prétexte de méthodes alternatives, n'hésitent pas à proposer d'étranges remèdes. Malgré les risques encourus, ils vont jusqu'à demander à certains patients de mettre un terme à leur traitement. Les conséquences sont alors dévastatrices. C'est un couple d'un certain âge, dont la femme est malade depuis des années, qui va voir ce charlatan. Ce charlatan leur fait arrêter les traitements, leur vend un morceau de plastique pour concentrer les ondes. Le Conseil de l'ordre décide de porter plainte. Malheureusement, d'une part, la femme meurt durant la procédure. D'autre part, il n'y a pas eu assez de plaintes, assez de témoignages, ce qui fait que le charlatan n'a pas été condamné. Et il sévit toujours. D'ailleurs, le docteur Déo en profite pour nous emmener sur la piste du fameux escroc. La maison est là, en pleine campagne, isolée. Vous avez le magasin qui vend les produits soi-disant médicaux et son cabinet d'exercice où il doit continuer à sévir. Pour le vérifier, nous avons voulu rencontrer le guérisseur. Équipé d'une caméra cachée, nous prenons pour prétexte des problèmes de santé. Le but, observer ses méthodes. Après une rapide utilisation d'un pendule et 2 ou 3 tours de passe-passe pour chasser les ondes négatives, il justifie très rapidement l'origine des méthodes qu'il utilise. Et ça, maintenant c'est connu scientifiquement, le docteur Hammer explique ça depuis des années. On sait très bien que c'est notre inconscience qui nous ennuie. Le docteur Hammer est pourtant loin d'être une référence en matière de santé. Radié de l'Ordre des médecins allemands en 1986, il a été condamné en appel par la justice française en 2004 pour complicité d'exercice illégal de la médecine et non-assistance à personne en danger. Il prétend guérir le cancer sans intervention médicale et développe des théories fumeuses sur le pouvoir de l'esprit. Malheureusement, ce genre de doctrine se multiplie, et pour cause. Les charlatans rivalisent d'idées pour accroître le nombre de leurs adeptes. On évalue d'ailleurs aujourd'hui les différentes techniques qu'ils utilisent à plus de 300. La grande mode actuelle de toutes les médecines paranormales, ce sont les médecines énergétiques. Ce sont la transmission de l'énergie à des patients. C'est très à la mode. Ça va dans une mouvance, dans un état d'esprit d'ailleurs, un peu New Age, un peu le melting pot de ces pseudo-philosophies actuelles, où le normal et le paranormal sont très utilisés. À l'heure actuelle, il reste impossible de chiffrer le nombre exact de charlatans en France. Il est pourtant facile de les reconnaître. Ils ont presque toujours des tarifs exorbitants, prétendent tout soigner et suggèrent parfois l'arrêt des traitements médicaux au profit de méthodes surréalistes. Prudence donc. Avec moi ce soir, Claude Alexis, célèbre voyant. Bonsoir Claude Alexis. Bonsoir Valérie. Merci d'être avec moi et d'avoir répondu présent pour cette invitation. Avec plaisir. Vous êtes célèbre voyant, je l'ai dit. Ceux qui s'intéressent à la voyance vous connaissent certainement parce que vous officiez sur une chaîne de télévision concurrente, Cap 24, et puis vous exercez depuis plus de 20 ans. On vient de voir dans le sujet précédent que cette profession n'est pas réglementée, donc par définition, il y a énormément de dérives. Quel est le regard que vous portez sur vos confrères ou consoeurs ? Alors, c'est une profession effectivement qui n'est pas du tout réglementée. On est reconnu aux yeux d'une fiscalité, mais pas aux yeux de la loi, bien sûr. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule association qui peut défendre les consommateurs des dérives de la voyance, qui est l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, dirigé par M. Youssef Sissaoui. Ensuite, vous avez des voyants qui se disent présidents des associations, ce genre de choses. Donc, il faut être très, très vigilant. Très vigilant. Donc, seul l'INAD est capable de nous dire qui est sérieux ou qui ne l'est pas. Voilà, il y a un répertoire qui est chez eux. Et donc, l'INAD défend les consommateurs qui se sont fait abuser de charlatans. Et puis après, bon, la voyance, c'est comme dans toutes les professions, il y a du bon, il y a du mauvais de partout, il faut faire attention. Mais vous avouerez que plus que toute autre profession, celle-ci
est compliqué parce qu'il est difficile de savoir qui est sérieux ou qui ne l'est pas. Il est très compliqué, mais maintenant, moi, le conseil que je pourrais donner aux gens quand on va voir un voyant, c'est de ne rien dire, de lui donner uniquement votre prénom et votre date de naissance. Après, c'est au voyant de vous parler. Et maintenant, si un voyant vous pose 15 questions, pour moi, c'est pas du tout de la voyance. Et à ce moment-là, donc ne pas commenter ce qu'il nous dit. Voilà, ne pas commenter. Et à la fin de la consultation, qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, voire plus 1 heure, si vous avez des questions, parce qu'on ne peut pas tout percevoir, on ne peut pas tout voir non plus, donc à ce moment-là, vous posez vos questions. Alors, je l'ai dit en préambule, vous êtes voyant depuis plus de 20 ans maintenant, vous Oui. exercez également à la télévision. Moi, j'aimerais savoir comment vous fonctionnez, parce que ça me fascine, j'aimerais comprendre. Vous exercez par téléphone aussi, donc qu'est-ce que vous voyez? Des flashs? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, pour moi, personnellement, les interprétations que je donne aux choses que je peux ressentir, c'est uniquement par des perceptions d'images, par également des symboles, et j'interprète ces symboles, si vous voulez, à travers le son d'une voix, si c'est par téléphone, ou si en cabinet c'est mieux parce qu'on voit la personne, et puis donner la description, si vous voulez, d'une situation que la personne vit, des faits également peut-être par rapport à son passé, qui ne sont pas le plus important parce que son passé, tout le monde le connaît, et je pense qu'une personne qui vient nous voir ne vient pas pour s'entendre raconter sa vie passée. En revanche, ça peut peut-être lui donner le sentiment qu'elle a quelqu'un de sérieux en face d'elle. Ça n'apporte aucune crédibilité pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez d'excellents télépathes, et bon, qui est encore un autre domaine, autre chose, et qui vont vous raconter votre passé mot pour mot, et on va dire, il est excellent. Moi, ce qui compte toujours, c'est ce que les gens vivent sur le moment présent, et à la fois de parler également, si vous voulez, sur l'avenir, pas sur le passé. Parce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de dire à la personne que vous avez en face de vous. Ah, complètement. Exemple. Complètement. Je m'interdis de dire à une mère ou à un père qu'elle va perdre un enfant. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Parce que c'est ce que vous pouvez voir. Ça peut arriver. Maintenant, moi, je ne suis pas dans ce trip-là. Donc, mais annoncer à une mère ou un père qu'il va perdre un enfant, il n'y a rien de pire pour la simple et bonne raison, c'est qu'en voyance, le temps ne se calcule pas. Et dire à une personne, vous allez perdre votre enfant, vous vous rendez compte, vous tuez la personne, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et là, si on souhaite consulter un voyant sérieux, vous me dites que quand on va dans son cabinet, quels sont les signes, j'allais dire, rédhibitoires où on se dit, bon, là, il faut que je m'en aille, c'est pas quelqu'un de compétent? S'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Et maintenant, on ne peut pas plaire aussi à tout le monde. Moi, il y a des consultants avec qui je ne passerai pas. Et c'est heureusement d'ailleurs. Mais c'est d'aller déjà consulter de bouche à oreille. C'est comme ça qu'on fait la réputation. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la réputation. Moi, quand je vois des annonces, si vous voulez, chaque semaine dans des journaux, et 20 ans d'expérience ne se trompent jamais, je me dis là, attention, danger. Donc, il vaut mieux éviter. Déjà, ne se trompe jamais, ça n'existe pas pour un voyant. Ne se trompe jamais, personne n'est infaillible, mais moi, je me suis déjà trompé, heureusement. Mais là, je dis... Donc, attention aux petites annonces. Attention aux petites annonces. Attention à Internet. Attention également à Internet. Attention également au niveau des prix. Oui. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, moi, je dis une consultation correcte, si vous voulez, ça peut aller entre 70 voire 100 euros. Mais quand on demande des 200 ou 300 euros de consultation, je dis c'est quand même un petit peu exagéré. D'accord. Exagéré. Vous n'employez pas le terme d'arnaque, mais quand même. Moi, je dis c'est exagéré. D'accord. Vous êtes assez sévère, finalement, avec l'ensemble de votre profession? C'est pas que je suis assez sévère, je mène un métier, si vous voulez, qui est complètement dans l'irréel, mais à la fois, si vous voulez, je suis quelqu'un de très réel et quand même... Très terre à terre. Très terre à terre, ouais. C'est ce qui m'a toujours sauvé, d'ailleurs. Prenons mon cas, puisque je vous ai sous la main. Oui. Est-ce que vous avez eu peut-être des flashs à mon sujet pendant cette interview? Des petites... Vous me faites peur, ne me regardez pas comme ça. Oui, bien sûr, je ressens des choses. Déjà, vous dire que cette émission, si vous voulez, ne sera pas la seconde ni la dernière, que vous en aurez encore au moins une dizaine à faire derrière, malgré tout. C'est mon producteur qui va être ravi. Yes. Voilà, ça, nous pourrons vérifier. Donc, nous vous rappellerons, Claude Alexis. Mais c'est pour ça, parce que c'est vérifiable. Voilà. Ensuite, il y a un déménagement à titre personnel pour vous, puisque vous signez des papiers auprès d'un notaire. Et ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Alors, je ne veux pas révéler ma vie privée, mais je dois avouer là devant les caméras qu'effectivement, c'est le cas. Donc là, vous me bluffez. Voilà. Moi qui suis une sceptique totale,
je dois dire que là, Claude Alexis, vous avez marqué un point. Voilà. Et puis que pas mal de choses sont en train de se mettre en place, mais à titre personnel également, qu'il y a une situation, si vous voulez, qui se régularise. Mais je dirais que vous terminez un cycle de 9 ans là, à l'heure actuelle, et ce cycle, si vous voulez, c'est un renouveau complet pour vous. Vous revenez, si vous voulez, sur le devant de la scène, sur le devant de l'actualité. Mes caméramans sont contents, hein. Toute mon équipe est là et yes, hein, les gars. Voilà. Sur le devant de la scène. Par contre, un événement qui sera très porteur pour vous, si vous voulez, c'est au domaine de l'écriture. Il y a un projet d'écriture qui va se faire par rapport à l'histoire, et vous serez accompagné d'un homme par rapport à ce projet d'écriture. Dans l'avenir. Dans l'avenir, oui. Et quelque chose qui a déjà été fait, mais qui va se refaire d'une manière différente. Et de toute façon, même si la télé, si vous voulez, vous anime beaucoup, à la fois vous êtes quand même pas mal en retrait par rapport à tout ça, si vous voulez, c'est que vous n'êtes pas la Valérie Benaïm, la people qu'on peut voir un peu de partout, si vous voulez, vous êtes très, très distante et vous avez un regard au niveau de la télé, si vous voulez, qui est complètement extra-lucide, c'est le cas de le dire. Bien, alors je ne sais pas si je dois dire que Claude Alexis est un excellent voyant ou un fin psychologue, en tout cas, il a marqué quelques points, je dois vous le dire, ce soir avec moi. Merci beaucoup Claude Alexis, et puis on peut vous retrouver donc sur une chaîne de télévision concurrente, et puis on peut venir vous consulter, et puis pour les sceptiques, rencontrer Claude Alexis, on ne sait jamais après tout. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle plongée au cœur du paranormal. Une fois de plus, qui croire et que croire dans ce monde? Pour ceux qui croient au surnaturel, pas besoin de preuves. Pour ceux qui n'y croient pas, aucune preuve ne suffira. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Face à l'étrange. Bonne soirée.